Ça y est, ça va? Bon, aujourd'hui, on est dehors et on va discuter du lien qui unit de manière un peu improbable les hôpitaux, la démocratie, le RIC et donc forcément les Gilets jaunes. Et on va se poser cette question, est-ce que oui ou non les Gilets jaunes avaient prévu la situation dans laquelle nous sommes? Et le point de départ de ce développement, c'est le discours d'Emmanuel Macron. On est donc le 28 octobre et Macron décide de réouvrir des lits d'hôpitaux. La question étant, ça fait 10 mois qu'on sait que le virus circule, nous savons qu'il y a une deuxième vague qui allait arriver et nous sommes toujours à ce point où il faut ouvrir en catastrophe et en urgence des lits d'hôpitaux. Sachant évidemment que c'est la toute première mesure à prendre, le truc qui permet de s'en sortir un peu mieux. Et heureusement que dès le 14 juillet, le président avait prévenu que tout était prêt, sinon on pourrait presque croire qu'ils ont rien foutu. Bon, après c'est vrai que je suis un peu mauvaise langue parce que Macron dans ce discours aussi, il a dit qu'il allait doubler le nombre de lits d'hôpitaux, passant de 5000 à 10 000. Et s'ils l'ont pas fait avant, c'est pour une raison qui est très simple. Non, en fait non, je sais pas. Ouais, parce que là, ils sont un peu précipités au dernier moment, donc ils sont passés de 5000 lits à 5800, et donc là, en quelques jours, ils vont passer de 5800 à 10 000. Voilà, ils avaient 6 mois pour se préparer, mais ils font tout à la fin parce que ce sont des vrais sprinters. Et donc logiquement, c'est à ce moment-là où Macron s'attend à être applaudi. Ouais. Mais il suffit pas de mettre à disposition des lits d'hôpitaux pour régler le problème. C'est ce que rappelle le syndicat Sud. Parmi les 5000 lits de réanimation, 10 sont fermés faute de personnel. En tout, il faut un ratio de 2 infirmiers pour 5 patients qu'il faut doubler pour avoir une présence permanente. Donc ça donne à peu près 4000 postes d'urgence, sauf qu'il y a 34 000 postes vacants à l'hôpital. Il faut dire que le job ne vend pas du rêve. Près de 60% des soignants sont déjà épuisés et un tiers d'entre eux songent à démissionner. Ce qui a été largement prévisible au passage vu que les cris d'alerte ne datent pas d'hier. On ne compte plus les manifestations, les appels de désespérance et le nombre de collectifs créés dans la différence des gouvernements, des médias et globalement de toute la classe bourgeoise qui profite depuis longtemps des cliniques privées. Des hôpitaux débordés rendus indispensables par les déserts médicaux. Des hôpitaux mis en concurrence, obligés de rendre des comptes et à qui on ampute encore près d'1 milliard d'euros avec un nouveau plan de financement. Et malgré la pandémie, le gouvernement continue de fermer des lits et de mépriser le système hospitalier. À tel point que Bastamag a pu concevoir une carte qui montre toutes les suppressions de lits qu'il y a un peu partout en France. On trouve par exemple 200 lits à Nice, 230 à Marseille, 350 à Tours ou encore 200 à Caen. Et donc les gouvernants, quand ils ont fait ça, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ils savaient exactement quelles conséquences ça allait avoir au moyen, au long terme, etc., etc. Ils savaient très bien ce qui se passait parce qu'au minimum, tu as eu des professionnels, des syndicats et plein de personnes qui ont crié à l'aide et qui ont dit ce qui allait se passer s'ils faisaient ça. Et bien tous ces scénarios catastrophes, ils sont en train de se dérouler en ce moment, c'est-à-dire qu'on a une épidémie qu'on ne peut pas gérer, notamment parce que nous n'avons pas suffisamment de soignants et d'hôpitaux pour ça. Et on critique souvent ici les néolibéraux parce qu'ils ne planifieraient rien, mais c'est faux en réalité. C'est juste que leur planification à eux, c'est savoir comment, à moyen terme, on peut faire des réformes et des pressions pour pouvoir privatiser les télécoms, les chemins de fer, les hôpitaux, les retraites et globalement tout ce qui peut rapporter du fric. Là, pour ça, il y a une armée de statisticiens et de politiciens aux ordres, tu as des réunions, tu as des énergies, tu as tout ce qu'il faut. Par contre, pour admettre une erreur et organiser l'hôpital pendant une épidémie, il y a des beaux discours et pas grand-chose d'autre. Ce qui fait que tu as quelques comptables qui ont décidé de rayer quelques lignes sur un budget, là, sur le dos de la santé physique et mentale des soignants. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, là, maintenant qu'on a le temps, qu'on est confiné, combien ça nous a coûté de sauver quelques millions il y a 10 ans pour se retrouver aujourd'hui à devoir dépenser des milliards et des milliards pour maintenir l'économie? Combien de personnes sont décédées à cause du Covid, mais même globalement à cause de la destruction de l'hôpital, juste pour ces quelques lignes qui ont été rayées par 2-3 bureaucrates? Combien de détresse psychologique l'enfermement et le confinement va-t-il engendrer? Et ce qui serait intéressant, c'est que le gouvernement fasse une autocritique et qu'il réponde à cette question en employant toute son armée de statisticiens pour évaluer les courbes, les machins, les trucs. Sauf que bizarrement, étrangement, il ne le fait pas. Mais la grande différence, c'est que la seconde vague, elle est là. Alors on peut admettre qu'une mauvaise décision politique soit une erreur. Mais là, vraiment, est-ce qu'on peut encore expliquer cette situation en parlant d'incompétence? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce refus permanent et violent d'investir dans l'hôpital une réelle volonté qui tient d'une idéologie? Soit on arrive à nous expliquer rationnellement que c'est normal que rien n'a été préparé, soit on va devoir conclure autre chose. Alors je sais pas si tu sais, mais les assurances privées, grâce à la libéralisation qui se renforce, la sécurité sociale qui est démantelée, va accéder à un marché potentiel de 30 milliards d'euros par an. L'Institut Montaigne prédit que la numérisation de la santé va permettre d'économiser jusqu'à 20 milliards d'euros par an si on investit en retour 3 milliards qui iront bien sûr dans la poche du privé. Proportionnellement, la France est le 3e pays de l'OCDE qui dépense le plus pour la santé avec 11,5% du PIB, soit près de 300 milliards d'euros par an.
Une manne financière qui n'est pas totalement accessible encore aux entreprises à cause de la mainmise de l'État et de la sécurité sociale. Sanofi, la grosse multinationale de la santé en France, enregistre, elle, des bénéfices trimestriels de 7,5 milliards d'euros, grâce notamment à la sécurité sociale, à la suppression de postes dans la recherche et l'usage régulier de plans de licenciement massifs. Comme le rappelle Fakir, la liaison entre le président et le patron de Sanofi est une longue histoire d'oligarque, ce qui explique que le jour de la passation de pouvoir, Macron fend la foule pour lui serrer la main. C'est lui qui le coacha dans la commission Attali et c'est lui qui lui offrit une place dans la banque Rothschild. Le patron de Sanofi lui apporta évidemment son soutien en 2017, non pas par sympathie mais parce que Macron est un investissement à long terme. Un futur président qui s'engage d'ailleurs à mieux rembourser les médicaments contre l'hypertension, le marché de prédilection des laboratoires Servier. Sauf qu'un drôle de hasard fait que le conseiller de Macron à la santé était alors un ex de Servier qui a dû démissionner après avoir dépensé plus de 80 000 € d'argent public dans des restaurants. Un autre heureux hasard fait que ce même gars est le frère d'un certain Bernard Mourad, un proche de Drahi, empereur de presse qui est propriétaire de BFM et de l'Express, deux médias qui ont le plus partagé la parole du candidat Macron alors que tout le monde s'en foutait. Et si tout ça n'était que des coïncidences, ça aurait été bien étrange, mais forcément, c'est pas le cas. Et là, je vous ai juste parlé du centième des conflits d'intérêts qu'on a découvert entre l'oligarchie financière et la Macronie. Si tu veux aller plus loin, on en a parlé dans une précédente vidéo qui parle du coup d'état médiatique de la Macronie. Et sinon, évidemment, tu as le livre de Branco qui s'appelle Crépuscule. Bref, il y a énormément de fric à se faire avec la santé. Déjà parce qu'on ne peut pas vraiment s'en passer, mais surtout parce qu'en France, on est dans une situation un peu particulière, parce qu'on a une sécurité sociale, ce qui fait que directement l'État va pouvoir rembourser les grands laboratoires qui vont pouvoir augmenter les prix de manière un peu extravagante. Ce qui fait que la sécurité sociale, qui est censée être un truc ultra anticapitaliste, finit par devenir un moyen de financer les pires capitalistes qui soient, c'est-à-dire les grands laboratoires qui se font du fric sur la santé. Enfin bref. Je dis pas que la sécurité sociale c'est une mauvaise chose, je dis qu'il faut beaucoup mieux la gérer et la généraliser pour qu'elle soit efficace réellement. Ce qui fait que ce pognon-là, il est encore un petit peu capté par l'État, par le public, par la sécurité sociale, ce qui fait que les premiers qui vont réussir à déloger ce fric-là pour s'accaparer le marché vont pouvoir profiter de cette manne financière. Et donc évidemment, tu as des multinationales, tu as des milliardaires qui planifient les choses de manière très sensée pour récupérer ce marché avant tout le monde. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la corruption, ils font du lobbying, et ils mettent des présidents un peu dociles à la tête de l'État. Il faut penser que la destruction de la sécurité sociale, c'est quand même quelque chose qui a nécessité des années et des années et des années d'efforts. Enfin, ça fait des décennies que les gars ils sont là-dessus, donc forcément, c'est pas une histoire de virus qui va les arrêter. Donc, si on ne peut pas expliquer les erreurs qui ont été commises par la Macronie une seconde fois avec ce second confinement juste par de la compétence, on peut les justifier en disant qu'il y a un énorme conflit d'intérêts. Ce conflit d'intérêts, c'est qu'il y a une corruption entre l'oligarchie et la Macronie et que l'oligarchie ne veut pas céder un seul pas face à la privatisation de la santé qui représente des milliards, voire des centaines de milliards d'euros. Donc même s'il y a un truc de virus, quoi qu'il arrive, les intérêts de l'oligarchie sont préservés, donc il n'y a pas de remise en cause du plan néolibéral. Le seul truc qui est surprenant, c'est à quel point Macron il est capable de foutre le bordel juste pour préserver ces intérêts-là. Voilà, c'est juste ça qui est vraiment top niveau, quoi. Bref, tout ça pour dire que cette histoire d'hôpitaux et de confinement, c'est avant tout une histoire de conflit d'intérêts et donc de démocratie. C'est que nos institutions ne sont pas capables de régler les problèmes de corruption et donc il y a énormément de conséquences, parmi elles, la destruction de l'hôpital public, la destruction de la recherche qui nous a amené à le confinement. Et donc tu le vois venir gros comme une maison, évidemment, si on avait eu un RIC en place, on aurait pu, juste après le premier confinement, lancer un référendum sur la question de revaloriser réellement l'hôpital pour ouvrir un maximum de lits, pour embaucher un maximum de soignants, et ça en essayant de sacraliser le statut public de l'hôpital, et ça aurait été fait de manière totalement pacifique. Voilà, ça aurait quand même arrangé beaucoup de choses et ça aurait peut-être pas évité le confinement, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, ça l'aurait allégé. Et on peut même aller plus loin. Si on avait le RIC, bon, ça veut un peu rien dire de dire ça, mais si on avait le RIC, avant, peut-être qu'on aurait pu essayer de transformer aussi le monde de la recherche en essayant de casser les quasi-monopoles qu'ont Sanofi par exemple, pour faire en sorte que les gens qui ont des connaissances et les laboratoires soient mis au service du bien commun. En essayant de chercher non pas les vaccins qui sont rentables ou les remèdes qui sont rentables, mais plutôt les médicaments qui vont pouvoir aider un maximum de gens ou sur des maladies très précises où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, où c'est pas forcément rentable, mais c'est quand même nécessaire.
nécessaire. Et si on avait des équipes de chercheurs à la pointe pour le bien commun, on aurait pu peut-être trouver des remèdes qui auraient allégé les symptômes dès le début, ce qui aurait empêché la nécessité d'envoyer des gens en réanimation, parce que c'est jamais un plaisir d'être à l'hôpital, faut pas déconner. Après tu me diras peut-être qu'on les a déjà ces remèdes, avec la chloroquine, avec machin, ils ont fait ça en Hong Kong, ça a marché pour qu'on le généralise pas, patati patata. Ce sont des sujets que je ne maîtrise pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si le problème c'est pas de trouver un remède, mais que le problème c'est la corruption dans les labos et dans l'ordre scientifique et tout ça, le fait qu'on ait cassé tous les liens privés possibles parce qu'on aura nationalisé les laboratoires par exemple, ça nous aura permis d'éviter tout simplement la corruption et les conflits d'intérêts. Ce qui aurait été pas plus mal, et ce qui nous aurait sorti de cette affaire quoi qu'il arrive. Après je dis nationaliser, mais il y a peut-être des moyens plus subtils à mettre en place pour assurer l'indépendance et le fonctionnement des laboratoires, mais c'est juste que c'est le truc le plus rapide et le plus efficace à faire. Bref, tout ça pour dire que tout est lié, et c'est pas parce qu'on est dans une période de confinement ou d'hôpital qu'il faut abandonner notre revendication principale qui est celle de la démocratie et de son outil de prédilection qui est le RIC. Après, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas discuter des scandales, des trucs comme ça que font le gouvernement, et qu'il faut juste répéter comme un con, ric, sinon rien, enfin bref. Ce que je dis juste, c'est que le truc le plus intéressant, ce serait de se servir de ce qui se passe dans l'actualité pour ramener sur la question essentielle de la démocratie. Dire que oui, il y a un problème avec le lit, mais d'où vient le problème du lit? Ça vient de la corruption et donc forcément ça vient du manque de démocratie. Et ça c'est une bonne méthode je trouve pour politiser des débats qui ne le sont pas forcément toujours et pour ramener la question essentielle de la démocratie à table. Vous allez dire les repas de famille, tout ça, on n'est plus trop sûr en ce moment, mais quoi qu'il arrive de toute façon, si vous discutez de ça, ça peut être une bonne façon de parler de démocratie. Et ça évite aussi de se criper le chignon sur d'autres choses qui sont plutôt des détails et qu'on se concentre plutôt sur l'essentiel. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes avaient raison depuis le début, et c'est pas parce qu'on est dans un autre problème que c'est pas la même solution. Voilà. Ouais, c'est bien comme première vidéo de confinement, non? Et c'est donc là-dessus qu'on termine cette première vidéo pendant le deuxième confinement. Cette vidéo, elle arrive en retard par rapport à celle de d'habitude, tout simplement parce qu'on avait eu un local, tu sais, on était tout contents, tout ça, et du coup, vu qu'on peut télétravailler et que machin truc, les statuts, tout ça, fait que on est obligé maintenant de tout ramener à la maison, et donc de refaire le studio et de remettre l'ordi, enfin bref, ça prend du temps tout ça. Mais ceux qui sont sur le Discord le savent, il y a pas mal de projets qui sont en place en ce moment qui devraient vous intéresser, et normalement, les annonces devraient arriver au cours de la semaine prochaine. En tout cas, prenez soin de vous pendant ce second confinement. Peut-être que ça va être galère pour certains. Bon courage à vous en tout cas. Et puis on se dit à la semaine prochaine.